Et à tous, bienvenue à cette quatrième séance de vulgarisation concernant la période de la Révolution française. Merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement, merci aussi à ceux qui écouteront ce podcast en rediffusion via YouTube. Aujourd'hui, on va traiter la séance sur un angle vraiment chronologique, pas trop thématique comme on avait fait la dernière fois, pardon. Cette fois-ci, on va parler de la période s'étalant de juin 1791 jusqu'à l'automne 1792, et on verra tout au long de cette séance, on verra la fuite du roi, le- la préparation de l'arrivée de l'Assemblée législative, le commencement de la guerre, la chute de la monarchie, les massacres de septembre et la bataille de Valmy. Alors du coup, on va reprendre là où on en était resté à peu près la dernière fois, à savoir, il ne faudrait pas oublier, et surtout il ne faudrait pas croire naïvement, contrairement à ce qu'on nous dit, que Louis XVI, c'est un roi fainéant, un roi qui ne voulait pas gouverner. D'accord. euh, Louis XVI, c'est quelqu'un, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui a été bercé euh, à base d'absolutisme. Pour lui, le pouvoir n'appartient qu'au roi, et le fait même de le contester, euh, pour lui déjà ça veut rien dire, c'est quelque chose qui est presque hérétique politiquement. Du coup, tout ce qui se passe là depuis 2 ans, ça lui plaît pas du tout. Il donne des gages en apparence, hein, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, mais en réalité, il prépare déjà des petits coups à droite et à gauche. Il prépare déjà la suite des opérations, et quand il accepte des décrets, des lois, des choses comme ça, il le fait vraiment parce qu'il est dos au mur. Il a en souvenir quand même la prise de la Bastille, hein, un événement relativement violent. Il a en souvenir aussi les journées d'octobre, hein, la marche des femmes, tout ça, qui ont été aussi extrêmement violentes. Il voit bien que c'est une ambiance qui commence véritablement à se détériorer. Il sait que le pape n'approuve pas du tout, mais alors pas du tout justement tout ce qui est en train de se passer, tous ces changements, toutes ces évolutions, ça ne plaît pas du tout au pape. Louis XVI est un fervent catholique, la parole du pape, ça compte pour lui. Le pape, par exemple, refuse littéralement l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme. Alors Louis XVI, lui, il a été contraint de les signer, mais du coup, ça lui pose quand même de nombreux problèmes. Et il faut savoir aussi que il y a eu tout ce qui est nationalisation des biens du clergé, euh, tout ce qui est aussi la constitution civile du clergé, hein, où on demandait aux prêtres notamment pas uniquement, hein, mais de prêter serment à la Constitution, à la nation, donc à une entité autre que Dieu. Très grande problématique pour les prêtres, hein. On a vu qu'il y avait les prêtres réfractaires, ceux qui avaient refusé de prêter serment, et les prêtres jureurs ou assermentés, ceux qui avaient accepté de prêter serment. Tout ça, là, c'est des choses que Louis XVI accepte parce qu'il craint quand même que ça redéborde à nouveau. Mais pour lui, il comprend tout à fait la position de l'Église, étant donné que c'est une position avec laquelle il a été bercé, à savoir, l'homme n'a pas de droit, il n'a que des devoirs envers Dieu, et la représentation de Dieu sur terre, selon lui, c'est le roi. C'est le roi qui doit, on va dire, apporter le bien à ses sujets. Donc toutes ces choses-là, là, il y a beaucoup trop de changements, et il sent que ça va beaucoup trop loin à son goût. Donc il est déjà en train de préparer, depuis quelque temps, un projet de fuite. Ce projet de fuite, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, c'est un projet qui comporte une grande mythologie, avec beaucoup de choses qui sont des fois dites et qui sont fausses, parfois des choses qui sont embellies, parfois des choses qui sont littéralement aggravées dans les rapports qu'on peut avoir à cet événement. Donc je ne vais pas parler de toute la présentation de l'événement, on va essayer de l'évoquer, parce que c'est un événement quand même qui va changer énormément de choses, sans rentrer dans le détail. Alors, déjà, ça fait longtemps que le roi prépare son coup, hein. C'est pas un truc qu'il fait à la dernière minute, le fait de vouloir s'enfuir, c'est pas un truc qui fait comme ça sur un coup de tête. Mais il y a quand même deux événements qui vont précipiter le départ de Louis XVI. En tout cas, qui vont le convaincre que c'est bon, maintenant il faut partir. Le premier événement, c'est la mort de Mirabeau.
On l'avait vu, Mirabeau, c'est un député, un noble, qui a choisi de siéger pour le tiers-État, pour les États généraux. C'est un noble qui jouit d'une aura considérable, d'une influence, j'en parle même pas. Et puis, Mirabeau, il a l'avantage aussi de donner à Louis XVI quelques conseils, bon, qui fait payer, hein, bien évidemment, mais il donne quand même quelques conseils à Louis XVI afin d'essayer un peu de maintenir la barque hors de l'eau. Et c'est un allié incroyable. Il essaie de faire basculer des fois les débats en faveur de la monarchie sans que ça se voit trop. Contrairement à des Barnave du port La Metz qui, eux, par exemple, effectivement, affichaient directement leur volonté de travailler, de collaborer avec le roi, de le pousser parfois à faire certains compromis, Mirabeau, lui, il le fait en douce. Il le fait en douce et il le fait pas si mal que ça dans le fond. Alors du coup, quand Mirabeau meurt en 91 de maladie, c'est un choc non seulement pour toute la population, on en a parlé la dernière fois, hein, la population est terriblement choquée hein, pendant son agonie. Hein. Je rappelle qu'on avait mis quand même de la paille et du foin sur le sol pour éviter le bruit en bas de sa fenêtre. Donc voilà, et c'est quelqu'un qu'on fait rentrer au Panthéon. Hein. Et comme je le disais aussi la dernière fois, quand on s'apercevra un petit peu plus tard que, en fait, Mirabeau, c'était surtout un opportuniste qui disait un peu à tout le monde ce qu'il voulait entendre, là on l'a dégagé du Panthéon. Mais en l'occurrence, au moment où ça arrive, c'est un véritable choc pour Louis XVI, et ça le conforte pardon, dans l'idée que là, un de ses plus gros alliés vient finalement de décéder. Donc, premier, premier signal d'alerte, entre guillemets. Bon, il en était pas aux prémices de son projet, mais c'est une alerte qui lui dit que voilà, là maintenant il serait peut-être temps effectivement de plier les bagages, quoi. Et un deuxième événement qui va, on va dire, précipiter son départ, en tout cas le conforter, c'est l'événement des Pâques inconstitutionnelles. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Voilà, pour les chrétiens, les catholiques en particulier, et même pour d'autres cultures religieuses, la fête de Pâques est importante. C'est presque même la plus importante, surtout à cette époque-là. Et du coup, Louis XVI, pour les rameaux, souhaitait s'exiler un petit peu de la capitale, aller à Saint-Cloud, et passer les Pâques un peu là-bas, avec notamment un prêtre réfractaire, qui n'avait pas prêté serment. Il avait refusé de le passer. Alors il avait effectivement été contraint de se rendre dans une cérémonie où il y avait un prêtre jureur, un prêtre assermenté, mais Louis XVI ne s'était pas confessé, donc on avait vu déjà que voilà, c'était très compliqué. Il affirmait sa position, comme quoi effectivement il était contre la constitution civile du clergé. Et du coup, le jour où il souhaite faire sa retraite à Saint-Cloud, à la sortie du palais des Tuileries, le carrosse est arrêté par une foule un petit peu en colère, hein, on va pas se mentir, et qui commence à menacer directement les personnes présentes. Hein. On dit même que certains dans la population mettent en joue le carrosse à l'aide de fusils. Donc c'est que là, ça devient chaud. Et on avait vu déjà hein, pendant les journées d'octobre que tout ce qui se rapprochait de la personne royale pouvait éventuellement être en danger si jamais la population se sentait un petit peu trahie. Et là, le fait que le roi veuille partir de Paris un petit peu, faire sa petite retraite tranquille, on se dit qu'il va peut-être essayer de se faire la malle. En plus, il n'est pas pour la constitution civile du clergé, donc ça veut dire qu'il n'est pas pour le fait que des prêtres, euh, on va dire, prêtent serment à la constitution, à la révolution, à la nation. Donc tout ça, ça crée un climat tendu, un climat de suspicion, et du coup on en vient à un moment de violence très fort. Lafayette arrive, Bailly arrive, ils essayent un peu de calmer le jeu, mais ça reste quand même très compliqué, et du coup Louis XVI ne part pas à Saint-Cloud, il est contraint de rentrer aux Tuileries. Donc là ça fait quand même deux événements qui viennent un petit peu lui saper le moral. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, le vrai plan de base, Louis XVI, on a vu toutes les raisons pour lesquelles il souhaitait partir, mais le vrai plan de base, pour Louis XVI, c'est de gagner la frontière. À la base, il veut se rendre à Montmédy. Donc, son but à lui, c'est de se rendre à la frontière, retrouver une armée d'émigrés, hein, des gens qui étaient partis et qui le soutiennent encore, retrouver une armée là-bas,
afin de mieux revenir en France et récupérer son trône, et puis voilà, quoi, tout se passe un peu tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quoi. Le problème, c'est que ça va pas se passer exactement comme ça. Alors, Louis XVI et sa famille fuient de nuit, hein, avec une fausse identité. C'est pareil, hein, je fais pas tout le rapport de la nuit en question, parce que là, on en aurait pour des séances complètes, hein, donc on va y aller tranquille. Il fuit sous un faux nom, hein, avec une fausse identité et tout, et il laisse derrière lui une lettre. Une lettre dans laquelle il explique, alors c'est la déclaration à tous les Français, une lettre dans laquelle il explique point par point tous les désaccords qu'il a avec la Révolution, qu'il a avec les Jacobins, qu'il a avec tous les changements qui ont eu lieu. Il dit que lui, justement, il y a mis de la bonne volonté, mais que du coup, c'est pas normal qu'il en soit réduit à ça, et c'est pas normal qu'il ait perdu beaucoup de propriétés, c'est pas normal tout ce qui s'est passé depuis le début, on devrait revenir à l'ancien régime, et c'est pour ça que ils décident de fuir pour revenir plus tard, rendre leur monarchie aux Français. Alors, ça peut se lire dans deux sens, hein. S'il y a des gens qui sont royalistes en France, et il y en a encore, c'est quand même c'est presque un acte de bravoure, hein, en soi. Voilà, j'ai des idéaux, j'ai des convictions, vous les partagez avec moi, rassurez-vous, euh, je vais, euh, je vais revenir et puis je vais tous nous sauver. Ça, c'est le premier point. Le problème, c'est qu'il y a aussi le deuxième point, c'est qu'il fait un acte, là, il écrit littéralement, en fait, qui trahit la Révolution. Hein. On voit très nettement que là, il prend des positions claires contre la nation, contre la Constitution, contre tous ces trucs-là. Donc, ça s'annonce quand même pas super si jamais il venait à se faire attraper. Et on avait vu en plus la dernière fois que la personne du roi était entre guillemets intouchable tant qu'il se mettait pas à la tête d'une armée d'immigrés, tant qu'il n'essayait pas d'être entre guillemets contre-révolutionnaire. Et là, clairement, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Donc là, on sent que ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué pour lui si jamais il se fait attraper. Et pas de bol, on s'aperçoit le lendemain matin que Louis XVI a disparu. Lafayette est en panique et il envoie des émissaires dans tout le royaume. Le but, c'est de rattraper Louis XVI, c'est d'essayer de l'arrêter avant qu'il atteigne cette frontière, parce que alors là, sinon, ça risque d'être vachement compliqué. Alors d'une part pour la Révolution, d'autre part pour lui aussi, pour Lafayette, parce qu'il est quand même le chef de la garde, il est à la tête de la garde nationale, et en plus, comme il se voit un peu comme le garde du corps de la famille royale, là, ça la foutrait vachement mal. Fort heureusement, Louis XVI est reconnu, et il est arrêté à Varennes. Et si vous regardez un peu la carte, vous voyez que c'est pas si loin que ça de Montmédy, hein. Ça s'est joué, ça s'est joué quand même à pas grand chose. Alors il y a tout un truc justement, les carrosses sont pas arrivées à temps, il y a tout plein de choses très compliquées. On en reparlera dans une autre séance si vous le souhaitez. On fera toute une séance sur l'arrestation à Varennes. Le but, c'est que vous ayez les éléments pour pouvoir juger, enfin pas juger, pour pouvoir apprécier au mieux la suite des événements. Du coup, on l'arrête à Varennes et on le ramène à Paris. Alors, on le ramène, il y a un silence de marbre qui l'accueille, donc on sent qu'il y a une grosse tension et que là, la population a globalement perdu confiance en lui. Et ce qui joue entre guillemets ou pas en sa faveur, c'est aussi que la déclaration à tous les Français, hein, qui s'adressait notamment à tous les Français en premier lieu, mais à ceux qui croyaient encore en une monarchie absolue de droit divin, le problème c'est que cette déclaration, en fait, elle a été montrée à personne. Donc on sait que le roi s'est barré, on ne connaît pas ses motivations. Du coup, il y a quand même un climat très très tendu dans Paris. Et du coup, on commence à se dire, il est un petit peu gênant là. Ce roi, il a trahi, là, c'est officiel, c'est un traître. Donc, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et on commence à se poser pas mal de questions. Le but, c'est dans quasiment dans quasiment toutes les bouches, il n'y a qu'un seul mot déjà, il faut suspendre le roi. Donc le roi déjà dans un premier temps est suspendu de son titre. Et du coup, on se dit qu'est-ce qu'on met à la place? La tradition habituelle veut que quand un roi est déchu, quand un roi meurt, c'est sa descendance directe qui doit prendre le relais. Or, la descendance directe, c'est son fils qui est né en 85. Là, on est en 91, le fils il a 6 ans, il est trop jeune pour régner. Dans ce cas-là, d'habitude, on met en place ce qu'on appelle une régence. La régence, en fait, c'est l'enfant est trop jeune,
jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge raisonnable pour pouvoir régner, eh ben, on va mettre quelqu'un à sa place, quelqu'un dont le titre est justifié. La plupart du temps, c'est ou le père, ou la mère, ou un oncle, ou une tante. Et du coup, on se dit, on va pas mettre Louis XVI à la place quand même, ce serait con, on le vire du poste droit, c'est pas pour le mettre en régent, ça n'a aucun sens. La reine, c'est pareil, on s'en méfie. Et puis, on pourrait commencer à se questionner en se disant, tiens, il y a le duc d'Orléans, dont on avait parlé pendant les premières séances, qui est le cousin du roi, de la branche des Orléans, justement, qui est beaucoup plus libéral que Louis XVI, qui est beaucoup plus avancé sur beaucoup de positions. Hein. Je vous rappelle, oui, pour information, que des fois, euh, le duc d'Orléans finançait les publications de l'Ami du Peuple, de Marat. Donc c'est quand même que voilà, le mec, il était relativement avancé sur de nombreuses positions. Mais bon, Philippe d'Orléans, lui, ça l'intéresse pas. Enfin, il prétend que ça l'intéresse pas en tous les cas. Et du coup, on commence à se dire que pourquoi pas, quitte à avoir viré le roi, pourquoi pas mettre personne à la place. Alors aujourd'hui, ça nous semble entre guillemets une évidence. Ah bah oui, ils se sont débarrassés d'un roi, il faut une république. Dans le contexte de l'époque, à part Camille Desmoulins, qui dès 89 est déjà entre guillemets enthousiaste à l'idée d'un jour avoir une république, à part lui, ils sont pas 150. Hein. Ils sont très marginaux et c'est seulement justement à partir de 91 que ça commence à faire un petit peu son bout de chemin. Déjà, Danton, par exemple, va se rallier à lui. Hein. La plupart des membres du club des Cordeliers aussi. Et puis bon, on a des gens comme Brissot qui sont pas du tout fermés à l'idée d'une république. Robespierre, au début, il est un peu hésitant, lui. Robespierre, de son côté, c'est un petit peu, il sait pas trop comment se positionner. Puis bon, rapidement quand même, il va pencher en faveur de la République parce que c'est manifeste que Louis XVI, c'est un traître. C'est manifeste. Ça pose en revanche pas mal de problèmes, notamment à des gens comme Lafayette ou Barnave, qui eux justement voulaient gouverner avec Louis XVI. Hein. On a vu qu'ils essayaient de le pousser des fois dans certains compromis, ils essayaient justement de travailler main dans la main avec le roi, parce que eux ils sont très contents des choses qu'ils ont pu acquérir pendant la Révolution. Voilà, ils voulaient que la noblesse regagne un petit peu de pouvoir. Bon, la noblesse, c'est plus vraiment ce que c'était, mais par contre, eux, ils ont réussi justement à acquérir un peu plus de pouvoir. La monarchie constitutionnelle, ça leur convient tout à fait, c'est parfait. Et ils ont peur qu'en optant pour la déchéance du roi, la révolution parte trop loin. Hein. Là, on serait définitivement dans un état de rupture totale avec l'ancien régime. Et ça, c'est quelque chose qui leur fait relativement peur. Alors du coup, ils vont mettre en place quelque chose, hein, les Lafayette, les Barnave, Bailly même, enfin, ils vont mettre en place la théorie de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, il n'y a pas d'autre solution. Là, tout le monde veut déchoir le roi, tout le monde veut littéralement la fin de la monarchie. Et ben eux, ils vont dire que non. En fait, Louis XVI, il n'est pas parti de son plein gré. Il a été enlevé. Alors, ça change tout. Alors, la plupart savent, hein, parmi les députés, ils savent que c'est vraiment des grosses conneries, hein, mais pour le reste de la population, ça peut à la limite, entre guillemets, passer, ou en tout cas se tasser. Hein. D'autant qu'en plus, la déclaration à tous les Français, la lettre que Louis XVI avait écrite, hein, dans laquelle il avoue littéralement que c'est un traître, hein, elle n'a pas été publiée. Donc, Lafayette, Barnave, toute la fine équipe, là, ils prétendent que le roi a été enlevé. Alors, ça fait quand même beaucoup de boucans. Personne ne mord à l'hameçon, hein, on va pas se mentir, mais ça permet justement de temporiser relativement. En revanche, ça va créer de grosses crispations. Et ces crispations, ça va la créer notamment au Club des Jacobins. On a vu qu'il y avait plusieurs clubs à Paris. Hein. Il y a le Club des Cordeliers, il y a le Club des Jacobins. Et là, au Club des Jacobins, on a des gens, comme, comment s'appelle-t-il comme Lafayette, on a des gens comme Barnave, on a des gens comme on a des gens comme Robespierre, des gens comme Brissot. On a tous ces gens-là qui commencent à se rentrer un peu dedans les uns les autres parce qu'ils sont pas du tout d'accord sur ce qui est en train de se passer. Lafayette plutôt du côté du roi avec Barnave, avec tout ça, et puis Robespierre.
Pétion, tous ces gens-là, par contre, eux, Brissot et tout, sont plutôt pour déchoir le roi. Et ça va créer une crispation telle qu'il va y avoir une scission au club des Jacobins. La plupart de ses membres, la plupart des députés, vont quitter le club et former de leur côté un nouveau club au couvent des Feuillants, qui s'appellera le club des Feuillants, justement. Et donc, il va rester quasiment personne au club des Jacobins, il va rester des Robespierre, des Brissot, des Pétion, qui seront rejoints très rapidement par de nouvelles têtes, hein. Mais l'essentiel des députés partent au club des Feuillants. Alors là, ça commence à créer de très très grosses tensions, hein, parce que pour l'instant, ces gens-là, même s'ils partageaient pas vraiment la même ligne politique, ils étaient à peu près du même côté. Là, on s'aperçoit qu'il y a une grosse querelle et que du coup, bah, ça va avoir des répercussions qui vont les suivre tout le reste de la Révolution. Et ça nous amène au 17 juillet 1791. Qu'est-ce qui se passe le 17 juillet 1791? Ben, comme je le disais, il y a de plus en plus de gens quand même qui sont pour la déchéance du roi, notamment le club des Cordeliers, avec des gens comme Danton, comme Marat, enfin voilà. Et eux, ils proposent de manifester sur le Champ de Mars le 17 juillet, de faire des pétitions pour demander à ce qu'on puisse déchoir le roi de ses fonctions. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui se rassemble sur le Champ de Mars ce 17 juillet. Et Bailly est là. Bailly, en plus, entre-temps, enfin, ça fait déjà quelques temps, il est maire de Paris. Lafayette est là, hein, le chef de la garde nationale. Et du coup, tous les deux, ils ont envie d'intervenir, ils ont envie de disperser les foules. Ils n'ont pas vraiment d'excuses pour l'instant pour le faire, mais ils vont bientôt en avoir une. Parce qu'il y a deux mecs dans la foule qui vont se cacher sous une estrade. Quand on va les attraper, on va leur demander ce qu'ils font là. Eux, ils vont prétendre que c'est par frivolité, ils ont envie de guetter sous les jupes des dames, enfin sous les robes des dames. Mais la foule est déjà, et ça depuis 89, hein, elle est déjà dans cette peur permanente du complot. Et on commence à s'imaginer que ces deux mecs-là viennent pour poser des bombes, hein. Enfin des bombes, ce qu'ils appellent à l'époque une machine infernale à base de poudre pour faire pas mal de dégâts, pas mal de morts. Et du coup, la foule pardon, ayant peur, on leur tranche la gorge, on leur arrache la tête, on la fout au bout de pieux et on commence à se balader avec. Seulement ça, c'est un acte de violence. Et ça donne une excuse parfaite pour Lafayette afin d'ouvrir le feu. Et il va demander à sa garde nationale, effectivement, de tirer sur la foule. Alors, on ne sait pas exactement combien il y a de morts. On ne sait pas du tout, on pense qu'au minimum il y en a une centaine. Il y a une centaine de personnes qui sont tuées sur le Champ de Mars, hein. Donc si vous baladez sur le Champ de Mars à Paris aujourd'hui, vous pouvez vous dire, bah voilà, il s'est passé ça. Il y a au minimum une centaine de morts, des fois on évalue entre 100, puis bon, les plus gros chiffres montent des fois à 500-600. Mais en tout cas, ça va créer un fossé énorme. Alors déjà, Bailly, maire de Paris, lui, sa réputation elle est flinguée. Lafayette, du même acabit. Et puis ça va même cristalliser un petit peu la garde nationale, parce que la garde nationale, tout le monde n'a pas réagi à l'ordre de Lafayette. On s'aperçoit très rapidement que ceux qui viennent des quartiers les plus aisés ont refusé de tirer, ont tiré plus facilement sur la foule, alors que ceux qui viennent de quartiers plus modestes, plus pauvres, eux, en revanche, ont refusé ou alors ont tardé pour tirer sur la foule. Donc on voit aussi que la garde nationale se divise à ce moment-là. En tous les cas, dans l'immédiat, c'est une victoire pour les royalistes, hein. Là, littéralement, tous les républicains, enfin ceux qui sont, quand je parle de républicains, je ne parle pas du parti actuel, hein, je parle de ceux qui sont pour une république à l'époque, c'était évident, mais tous les républicains commencent à se planquer, hein. Ils seront amnistiés quelques temps plus tard, mais là, dans les semaines qui suivent, là, ils vont pas faire beaucoup de vagues, ils vont vraiment se planquer. Et on va en profiter, du coup, pour remettre le roi sur son trône, hein, parce que je vous rappelle qu'il avait été suspendu après son arrestation à Varennes. Donc maintenant, il faut quand même préparer l'arrivée de l'Assemblée législative. Alors l'Assemblée législative, c'est quoi? Alors, on se rappelle qu'on avait des États généraux qui s'étaient réunis, et que ces États généraux s'étaient mués progressivement en Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils travaillaient au nom de la nation tout entière,
C'était donc une Assemblée nationale qui avait pour but de donner à la France une constitution, donc un document qui régit la vie politique, hein, littéralement. Donc, le but de cette Assemblée nationale dite constituante, c'était de préparer une constitution qui gérerait la vie politique par la suite, et dès que cette constitution serait terminée, l'Assemblée nationale n'aurait plus aucun rôle à jouer, hein, l'Assemblée nationale constituante n'aurait plus aucun rôle à jouer, elle devrait se retirer et laisser place aux instances politiques prévues par la Constitution qu'ils avaient élaborée. Et du coup, ils prévoyaient, hein, pour cette monarchie parlementaire, une Assemblée nationale législative, c'est-à-dire qui prépare les lois, hein, séparée du pouvoir politique exécutif, hein, qui serait représenté par le roi et ses ministres. Et du coup, à l'arrivée de cette constitution, la constituante, entre guillemets, hein, je schématise et je le dis un petit peu grossièrement, je vous prie de m'excuser, mais en gros, l'Assemblée nationale constituante dégage quand la constitution est faite pour laisser place aux instances, donc en l'occurrence, ça doit laisser place à une Assemblée nationale législative qui va préparer les lois pour cette monarchie parlementaire. Alors, déjà, il faut remettre aussi un petit peu dans le contexte, hein. C'est la Constitution qui est en train de se terminer, enfin, qui est en fin de préparation, elle est dans la lignée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire que on chérit encore beaucoup la propriété. On a vu d'ailleurs qu'il y avait toute cette histoire sur le vote censitaire, hein, auquel justement Robespierre, entre autres, s'était opposé, hein. On avait vu qu'il y avait le marque d'argent. Justement, c'est pendant cette période-là que ça débat beaucoup. Finalement, on retire le vote censitaire, mais on le retire trop tard, et du coup, pour les élections de la législative, tant pis, hein, il faudra quand même payer le cens. Donc voilà. Mais il va y avoir une stratégie politique qui n'est pas piquer des hannetons même, qui va venir du côté de Robespierre. Parce que Robespierre, qu'est-ce qu'il voit? On a une assemblée nationale constituante où justement ceux qui sont partis au club des feuillants, hein, ont quand même une belle notoriété. En plus de ça, alors même si la notoriété de Lafayette, pour l'instant, elle est au plus bas, hein, mais ils jouissent d'une aura considérable, d'autant que les républicains se planquent. Donc il se dit que ce serait quand même pas con que tous ces gens-là là, qui étaient à la Constituante et puis qui ne sont pas spécialement en faveur d'une république ou de quelque chose de plus progressiste et qui veulent, on va dire maintenant, une approche très modérée de la Révolution, il se dit que ce serait pas mal que ces gens-là puissent pas se représenter. Alors il va avoir une idée ingénieuse, hein, c'est qu'il va proposer que les députés qui étaient présents à la Constituante ne pourront pas se représenter pour être députés à la législative. Et du coup, c'est un coup parfait. Parce que comme ça, il s'assure que les Lafayette, les Barnave, Duport, Lameth, tout ça, machin, ils ne pourront pas se représenter. Ça voudra dire qu'ils seront obligés d'élire des personnes nouvelles, avec tous les risques que ça peut comporter. Déjà, ils ne jouissent pas du même aura. Est-ce qu'ils auront exactement les mêmes idées que Lafayette et tout ça? Voilà, c'est un stratagème que Robespierre élabore tranquillement de son côté, il le propose. Et puis de leur côté, justement, les Lafayette, les Barnave, ils font à peu près ils se font la même remarque. Ils se disent ouais, effectivement, on ne pourra pas se présenter, mais au moins on est sûr que eux, ces gens-là, là en face, les Robespierre, tout ça, ils ne pourront pas se représenter non plus. Donc tout le monde tombe plus ou moins d'accord et on décrète que la législative qui va bientôt être élue sera composée d'hommes nouveaux. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de... Je rappelle, même si ça fait déjà plusieurs séances qu'on le dit, mais il n'y aura que des hommes nouveaux. Tout le monde tombe d'accord. Et du coup, les clubs, qui jusqu'alors étaient déjà très importants, hein, il faut bien le noter, vont prendre encore une importance considérable en plus. Je m'explique. Les gens qui vont quitter la Constituante, ils vont pas tous retourner dans leur bled, hein. Non, la plupart, si certains vont faire des allers-retours, mais la plupart vont rester actifs dans la vie politique à Paris. Et c'est dans les clubs que ça va se jouer. Je m'explique. Par exemple, on prend le cas de Barnave, de Lafayette, le Chapelier. C'est des gens qui vont être par exemple au club des feuillants. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas siéger effectivement à l'Assemblée. En revanche, dans les clubs, ils vont être très actifs. Et les députés qui seront élus à leur place
s'ils viennent au club des feuillants, justement, pourront partager leurs idées. Eux, ils pourront préparer les lois pour les donner aux députés qui iront à la législative le lendemain. Et voilà, il y a toute une vie politique qui se crée en parallèle, c'est-à-dire que les clubs font partie intégrante de la vie politique, notamment chez les députés, mais même chez ceux qui ne le sont pas. Donc on a le club des feuillants, on a également le club des cordeliers, hein, très connu, hein, on a déjà parlé de Danton, de Marat, hein, qui sont pas députés eux, hein, mais y a des gens aussi comme Desmoulins qui gravitent un petit peu autour, des gens qui ne sont pour l'instant en tout cas pas députés. Et en dernier lieu, on a aussi ce qui reste du club des Jacobins, avec des gens comme Brissot, avec des gens comme Robespierre, Collot d'Herbois aussi, dont on n'a pas encore parlé, Billaud-Varenne aussi, qui vont jouer un rôle très important hein, pour la suite. Donc, il y a beaucoup de décisions qui vont se jouer là-bas, il y a beaucoup d'enjeux qui vont se jouer dans les clubs, et ces clubs auront une importance capitale, vous allez le voir très rapidement d'ailleurs, hein, dans le reste de la Révolution. En revanche, il n'y a pas que les clubs hein, où il se passe des trucs. On a typiquement la presse qui joue un rôle énorme. Alors, on a tendance à voir aujourd'hui la presse comme un média libre. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus. Hein, le fait que les médias soient possédés par des grands milliardaires, ça pose beaucoup de questions. Pour l'heure, la question se pose quasiment pas. Les journaux sont enfin, relativement libres. Ils sont tous des journaux d'opinion, ça c'est sûr et certain. Hein, il y a très peu d'objectivité, mais en revanche, ils arrivent à dire plus ou moins ce qu'ils veulent. On pense à Marat avec l'Ami du Peuple, on pense Camille Desmoulins dont on a déjà parlé aussi pas mal de fois, mais il y a des journaux qui apparaissent comme ça. Il y a le Père Duchesne de Hébert notamment. Il y a aussi à droite hein, beaucoup de journaux, et globalement ils arrivent à dire plus ou moins ce qu'ils veulent. Ça plaît jamais. Hein, il n'y a jamais quelqu'un qui est totalement content de ce qu'il a lu. Alors, ils jouissent tous d'une aura considérable. Hein. Marat, c'est l'ami du peuple, justement, en l'occurrence, au niveau de la population parisienne, c'est quelqu'un qui est adulé littéralement. Hein. Mais en tout cas, voilà, même s'il est financé, par exemple, par le duc d'Orléans sur certaines parutions, il reste quand même relativement libre de sa parole. Et du coup, on prépare cet avènement de l'Assemblée législative, je vais y arriver, et il y a ces fameuses élections avec toute la complexité dont on a déjà parlé la dernière fois. Hein. Ça se passe des fois à l'échelle de la commune, du canton, du département, et puis bon, il y a beaucoup de filtres qui sont faits comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on vote pour cette législative, et là on va essayer de regarder un petit peu de quoi elle est constituée, cette Assemblée nationale législative. Alors le paysage a beaucoup bougé. Alors, on se rappelle, hein, avant, on avait des états généraux, des gens qui étaient réunis par ordre, et on avait vu qu'avec la constituante, ils s'étaient plutôt rassemblés en groupe idéologique. Hein. On avait parlé justement de la création de la gauche et de la droite en France, justement par rapport à une certaine idéologie, par rapport à un certain symbolisme. Hein. On avait à droite ceux qui étaient proches du pouvoir en place, qui voulaient maintenir le pouvoir tel qu'il était actuellement, et à gauche plutôt des gens qui voulaient tendre vers de la nouveauté, plus de liberté, plus de progrès, on pourrait dire aujourd'hui. Avec notamment, on avait à droite, enfin même à l'extrême droite, le Parti noir, avec les royalistes purs. On avait un petit peu plus sur leur gauche, mais toujours à droite, les monarchiens, ceux qui étaient tout à fait contents d'avoir une monarchie constitutionnelle. Et à gauche, on avait les patriotes. C'était un ensemble un peu informe, avec notamment des gens comme Lafayette, Mirabeau, Barnave, Duport, mais on avait aussi des gens comme Robespierre qui étaient là. Donc c'était quelque chose de très hétéroclite, hein, c'était pas homogène du tout. Et du coup, on avait fait la remarque dans une séance précédente, comme quoi, bah, effectivement, si la gauche n'avait pour but, et je parle bien que de la période-là, de créer un système nouveau, ça veut dire qu'une fois qu'ils ont fait le système dont ils rêvaient, ils devraient logiquement passer à droite, puisqu'ils n'ont plus de raison de vouloir le changer. Et ben c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on va voir sur la droite un groupe qui est quand même assez conséquent, c'est les feuillants. Bah justement, ces fameux feuillants, ils tirent directement leur nom du club auquel la plupart appartiennent, c'est des gens qui sont tout à fait contents de ce qui s'est déjà produit
depuis le début de la Révolution, et puis qui n'ont pas, pardon, envie d'aller plus loin. Ils sont très contents, et ils voudraient surtout pas d'ailleurs que ça aille plus loin, hein. Ils sont très contents des acquis qu'ils ont pu avoir. Donc ces feuillants, bah, il n'y a pas les têtes d'affiche dont on avait parlé tout à l'heure, Lafayette, Barnave et compagnie. Eux, ils sont au club des feuillants, mais à l'Assemblée, bah, ils sont représentés par des gens, par exemple, comme Vaublanc, hein. Alors, c'est des gens dont on ne va pas se souvenir beaucoup parce que très rapidement, ça va bouger aussi, hein. L'Assemblée nationale législative va beaucoup, beaucoup souffrir euh, parce qu'elle va très rapidement, vous allez le voir, même dès la fin de la séance, elle va très rapidement disparaître. À l'opposé des feuillants, donc de ceux qui sont tout à fait contents, qui veulent une approche de la révolution tout à fait modérée, on a des personnes qui, elles, veulent absolument continuer le changement. Même il y a déjà quand même beaucoup de républicains dans leur rang, et c'est les jacobins qui tirent eux aussi leur nom du club des jacobins. On y retrouve des nouvelles têtes, hein, parce qu'effectivement, les Robespierre et compagnie sont au club le soir ou la journée, mais ils ne peuvent pas siéger à l'Assemblée. Parmi ces nouvelles têtes, c'est très intéressant de noter qu'on a des gens comme Carnot, comme Couthon, qui deviendra plus tard un proche de Robespierre, et qui n'ont pas, bon, ils n'ont pas spécialement la même approche de la Révolution, mais c'est des Jacobins, ils sont très à gauche, donc c'est des gens nouveaux, mais qui vont acquérir une très grande notoriété. On pense notamment à Carnot, qui a encore aujourd'hui des lycées, des rues, enfin, plein de choses à son nom. Et ils sont séparés tous les deux, les feuillants et les jacobins, par une masse informe. Alors c'est pas des partis politiques précis, hein. On change beaucoup, on n'est pas tous d'accord déjà aux jacobins, on n'est pas tous d'accord aux feuillants, hein. Mais on bouge un peu, on bouge jamais d'un extrême à l'autre, hein, mais c'est pas des blocs monolithiques comme je disais dans la première séance, hein. Il y a des fois des idées qui seront pas acceptées par tout. C'est pas un parti à part entière où il y a une seule voix qui s'exprime au nom du parti. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Globalement, on a des idées qui sont proches sur certaines thématiques, puis bah, des fois on diverge sur d'autres positions. Donc c'est pas le parti jacobin, c'est pas le parti des feuillants, hein, c'est vraiment un groupe informel et qui sont tous les deux séparés par une espèce d'autre masse informe qui est la plus grande majorité, qu'on appelle parfois les constitutionnels, mais qu'on appelle aussi les indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de position claire et précise à chaque fois. Tantôt ils vont basculer en faveur des feuillants, tantôt ils vont basculer en faveur des jacobins. Et on va retrouver quelqu'un dont on a déjà parlé, par exemple chez les constitutionnels, chez les indépendants, c'est quelqu'un comme Condorcet, qui n'était pas à la constituante. Condorcet dont on avait parlé, hein, le système métrique, tout ça, voilà. Donc c'est une assemblée qui, encore une fois, est relativement divisée. Mais elle va se diviser encore plus parce qu'il y a quelque chose qui approche, et cette chose, c'est la guerre. Alors, la guerre approche, et vous allez me dire pourquoi. Jusqu'ici, on n'a pas de raison de s'imaginer que la guerre approche. Bah, tout simplement parce qu'on a, je vous le rappelle, des émigrés qui sont partis à l'étranger. Ces émigrés, ils ne sont pas partis à l'étranger juste pour des vacances. Ils sont partis dans les royaumes, dans les empires voisins, et ils sont en train d'argumenter auprès des différents monarques, hein, sur l'urgence d'intervenir en France pour redonner son trône à Louis XVI. De l'autre côté, ça c'est une contre-révolution, on va dire, qui serait à l'extérieur. De l'autre côté, il y a aussi une contre-révolution intérieure. Déjà parce que certains nobles ne sont pas partis tous à l'étranger, hein. Des fois, je vous le disais l'autre fois, ils sont partis des fois dans le sud de la France, en Alsace et tout, et ils commencent déjà à monter les populations les unes contre les autres, ou même les monter contre la Révolution. Il y a aussi les prêtres réfractaires. Les prêtres réfractaires, ceux qui ont refusé de prêter serment pour la nation, pour la Constitution et tout ça, et qui, eux, pareil, dans les régions où on est encore croyant, dans les régions où on est encore pratiquant, les prêtres réfractaires vont avoir une parole qui porte, et qui peut commencer à soulever des foules. Donc là, on sent qu'il y a quand même pas mal d'animosité qui est en train de se préparer. Ouais. D'autant que, on rappelle aussi que le comte d'Artois, le petit frère de Louis XVI, il est parti, lui, dès le mois de juillet 89, et le comte de Provence, alors qui sont respectivement le futur Charles X et le futur Louis XVIII, hein, des rois qu'on va retrouver pendant la Restauration au cours du XIXe siècle. Ce comte d'Artois, donc, qui est parti au mois de juillet 89, et ce comte de Provence, qui est parti quasiment en même temps que Louis XVI, mais qui a réussi à rejoindre les émigrés,
Eux, c'est pareil, ils jouent des coudes pour essayer de revenir en force, afin de prêter main forte à leurs frères. Et bah, pour l'instant, le problème, c'est que bah, il y a des empires comme l'Autriche ou même comme la Prusse qui, bon, ils sont occupés déjà sur autre chose, ils sont en train de régler leur compte à la Pologne, enfin en train de régler son compte à la Pologne, mais il y a déjà des débuts d'alliance, des pactes qui disent que bah, voilà, quand on en aura fini avec eux, on s'attaquera à la France pour remettre le roi sur son trône. Donc là, on sent que ça approche, on sent que ça approche progressivement. Et du coup, on a des craintes logiques quand on est empereur d'Autriche, quand on est en Prusse par exemple, bah, de se dire que bah, attention, cette volonté de destituer le roi, de lui enlever un peu des pouvoirs, ça pourrait avoir un effet domino dans le reste de l'Europe, et nos peuples pourraient faire plus ou moins la même chose, hein. En Espagne, à leur tête, ils ont un monarque, c'est un Bourbon aussi, donc de la famille de Louis XVI. Il ne le prend pas super bien non plus, mais c'est pareil, hein, en Angleterre, qui sont, alors encore une fois, je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est un peu comme ça que c'est vécu à l'époque, les Anglais, c'est les ennemis de toujours, c'est pareil, ils surveillent de très près ce qui est en train de se produire. Bah, alors qu'eux, ils ont déjà tué plusieurs de leurs rois, c'est pas un problème. C'est marrant d'ailleurs, il faudrait qu'un jour on fasse une séance complète là-dessus. Les Anglais, ils ont tué au moins, je crois, 5 de leurs rois, mais c'est nous les régicides. Enfin bref, c'est toujours très drôle. Bref, la guerre est en train de se préparer. On sent qu'elle arrive à grands pas, et tout le monde n'a pas les mêmes intérêts dans cette guerre, hein. Je vous dis, la Prusse, l'Autriche. C'est eux les premiers à agir, mais eux, ils veulent vraiment empêcher cet effet domino, remettre Louis XVI sur son trône, et puis bah, pourquoi pas grappiller un petit peu de terrain, genre l'Alsace-Lorraine, par exemple. Et du coup, ça laisse entendre que ça peut être une bonne motivation pour eux. Mais tout le monde n'a pas les mêmes motivations, comme je disais. Par exemple, Louis XVI, bah, lui, il veut la guerre. Lui, il la veut coûte que coûte pour plusieurs raisons. Parce que il veut faire la guerre pas pour la gagner, hein. Il veut faire la guerre pour la perdre. Pourquoi? Parce que s'il perd la guerre, eh ben, les Prussiens, les Autrichiens ont clairement dit on remettra Louis XVI sur son trône. Donc lui, il récupérerait son pouvoir et tout pourrait reprendre son cours comme à la bonne époque avant 1789. Il compte énormément sur le fait que son armée, selon lui, est faible. Elle est faible pourquoi? Parce qu'elle n'a pas droit. Et dans sa tête, hein, vu qu'il a été vraiment. Il a eu pas un lavage de cerveau, hein, mais il a été embrigadé depuis sa plus tendre enfance sur le fait que le roi, c'est ce qui fait tenir un royaume complet et tout machin. Donc il se dit qu'en fait, sans roi, l'armée de toute façon va droit dans le mur. Donc pour lui, c'est tout bénef. Qu'on fasse la guerre, c'est très bien. On perd, ils me remettent sur le trône et j'ai tout gagné. Le problème, c'est qu'il y a déjà des gens autour de lui qui lui disent mais faites gaffe par contre sire parce que vous pourriez perdre des bouts de territoire. Ça s'est déjà vu à plusieurs reprises, puis en plus la Prusse et l'Autriche l'affirment clairement. Donc faites attention. Mais Louis XVI, il fait un peu sa tête de bois et il n'écoute pas spécialement ce qu'on lui dit. Lui ce qu'il veut c'est absolument retrouver son pouvoir, quitte à perdre un bout de territoire. Donc du coup, il n'écoute pas ça, il est très très motivé à l'idée de faire la guerre. De l'autre côté, on a les feuillants. Et les feuillants, eux, ils sont très partagés. Bah, déjà, ils sont partagés d'une part parce que Louis XVI risque de reprendre son pouvoir, effectivement, en cas de défaite. Et ça, ils veulent pas. Eux, ils sont très contents. La monarchie parlementaire, la monarchie constitutionnelle, ça leur plaît beaucoup, hein. Ils veulent pas retourner à une monarchie absolue. Mais pareil, si on gagne, ça peut aussi faire tomber Louis XVI et entraîner potentiellement la révolution dans quelque chose de plus radical, hein. Ils ont quand même en tête qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait déjà de république. Et ça leur plaît pas du tout. Eux, c'est le dernier point de référence qu'ils ont encore, c'est à la société telle qu'ils l'ont toujours connue, c'est le roi, la monarchie, hein. Il ne faut pas se séparer de son roi, ça irait beaucoup trop loin à leur goût, donc ils sont pas très très chauds pour la guerre. On a des gens comme Arnave, Duport-Lameth par exemple, qui sont pas chauds pour la guerre du tout. Ils savent que les excès dans les deux sens risquent de leur coûter cher.
Il y a des gens, au contraire, dans les feuillants comme Lafayette, qui, eux, bah, sont pas... alors, ils dandinent un peu, ils se disent, ouais, oui, non. Puis finalement, en fait, il est très clairement content à l'idée de pouvoir faire la guerre, parce que déjà, c'est un homme de guerre, et en plus, on va le voir plus tard, il a peut-être des arrière-pensées, hein. Alors, Louis XVI, du coup, il voit bien que tout le monde n'est pas chaud chez les feuillants, donc il envoie quelques ministres à lui pour essayer de les rassurer. Il leur dit, voilà, rassurez-vous, si je reviens au pouvoir, on va pas abolir la propriété privée, certains acquis on les gardera, il faut bien que les choses évoluent et tout machin. Et il arrive à faire pencher les feuillants dans sa balance en les rassurant. Et du coup, bah, les feuillants progressivement vont pas être totalement fermés à l'idée de faire la guerre. Mais bon, il n'y a pas que les feuillants quand même qui constituent le corps politique. Il y a aussi le club des Jacobins. Et là, au Club des Jacobins, ça se passe pas exactement comme au Feuillant où tout le monde arrive plus ou moins à tomber d'accord, parce qu'aux Jacobins, on se rappelle hein, qu'il y a eu une grosse scission, ils sont déjà un petit peu repeuplés, hein, mais la plupart sont partis au Feuillant, et c'est entre guillemets la partie très à gauche qui reste aux Jacobins, et justement, bah, cette partie gauche n'est pas spécialement d'accord. Il y a notamment un gros sujet de tension à propos de la guerre entre deux fortes personnalités des Jacobins, c'est Robespierre et Brissot. Alors, Brissot qui va avoir derrière lui ceux qu'on commence à appeler les Brissotins, ceux qui le suivent. Robespierre, on dira aussi qu'il y a les Robespierristes, hein. Les Brissotins, ça va rester beaucoup plus, et ils donneront plus tard ils troqueront plus tard leur nom hein, dans l'historiographie. Ils deviendront les Girondins, mais pour l'instant, on parle que de Brissotins. Donc, les Brissotins, eux, sont tout à fait pour la guerre. Les Brissotins, ils sont pour la guerre parce que, selon eux, ça va forcer Louis XVI à montrer son vrai visage. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre position ou contre la Révolution ou pour la Révolution. Soit il va jouer l'obstruction et il sera contre la Révolution, et là on verra enfin son vrai visage et on pourra enfin le dégager. Ou alors, eh ben, il suivra la Révolution et ça veut dire que bah, là, du coup, il sera vraiment rentré dans les rangs. Donc pour eux, ça c'est un avantage majeur, c'est de savoir enfin la position du roi. Mais il n'y a pas que ça. Pour eux, ça peut permettre, vu qu'il y a plein de tensions partout dans le royaume en ce moment, ça peut permettre aussi d'avoir un ennemi commun, un ennemi extérieur commun. Et qu'enfin tout le monde soit soudé contre cet ennemi extérieur. Ça permet justement de calmer les tensions sociales et compagnie. Et en dernier lieu, il y a un truc qui les intéresse aussi, c'est de potentiellement exporter la révolution au-delà des frontières. On pense notamment à la Belgique. On se dit que ben voilà, si on exporte la révolution, si on arrive à libérer des peuples du joug, parce que les Belges notamment, ils sont investis, je crois, par l'Autriche à ce moment-là. Si on arrive à libérer des peuples et à créer justement des espèces d'États républicains aussi en dehors de nos frontières, ça peut être aussi une forme de petit bouclier de protection. Donc c'est pas bête, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire, donc c'est pas totalement enfin c'est même pas incohérent. Et puis bon bah ils prennent aussi enfin une dernière considération, c'est que bah, quand on fait la guerre, on peut aussi éventuellement, si on gagne, se faire un petit peu de pognon. Donc c'est aussi quelque chose qu'ils mettent dans la balance. Ça c'est la position des Brissotins. Robespierre et ceux qui le suivent, qu'on appellera du coup les Robespierristes, ils ont un avis bien différent. Pour eux, la guerre, faut surtout pas y aller. Alors, Robespierre, c'est pas un homme. Il y a des gens qui l'idolâtrent, il y a des gens qui l'exècrent et tout. Il y a toujours une légende noire, une légende dorée. Il faut avoir un point de vue plus modéré, hein. Mais justement, là, il faut quand même dire par rapport à la légende dorée que Robespierre, c'est pas spécialement un agneau qui est pour le pacifisme pur, contre la guerre, contre la violence. Lui, il n'est pas contre l'idée d'aller libérer des peuples. C'est pas un problème pour lui. En revanche, euh, il estime que si on libère des peuples, c'est uniquement si eux l'ont demandé. On ne va pas libérer des peuples contre leur volonté. Donc, du coup, là, les Belges, en l'occurrence, bah, pour l'instant, ils ont pas fait beaucoup de demandes, hein. Il n'y a personne qui a demandé à être libéré. Donc, Robespierre estime que aller faire la guerre, ça sert à rien. Enfin, pas pour cette raison-là. Et en plus, il craint, notamment avec des personnalités comme Lafayette, il craint ce dont on parlait l'autre fois, qu'on appelle le césarisme hein, dans la culture classique de l'époque.
tous ces gens-là qui ont justement eu cette culture, que ce soit les nobles, que ce soit les bourgeois, les avocats, enfin tout ça, ils ont une culture justement du césarisme, c'est-à-dire d'un haut militaire qui part en mission et qui revient avec toute son armée qui le soutient parce qu'ils ont tout gagné quand ils ont fait la guerre. Du coup, l'armée lui est complètement acquise et il revient et il prend le pouvoir de force, ou il impose en tout cas ses idées. Et ça, Robespierre en a extrêmement peur. Et il vise clairement d'ailleurs euh, Lafayette. On verra que Lafayette est quand même taquin aussi, donc on a des raisons de se méfier de lui. Mais on verra d'ailleurs hein, sur les prochaines séances que finalement c'était peut-être pas faux cette histoire de césarisme, peut-être que c'est pas venu par Lafayette, mais c'est venu par quelqu'un d'autre. Et on en parlera euh, dans les séances prochaines. Alors du coup, Louis XVI a bien compris que bah, il faut qu'il perde cette guerre, il faut qu'il la déclenche et il faut qu'il la perde. Et les feuillants bah, sont encore un petit peu partagés. Bon, ils se joignent progressivement hein, à Louis XVI, mais ceux qui sont les plus motivés pour faire la guerre, c'est cette frange du Club des Jacobins, menée par Brissot, qu'on appelle les Brissotins. Alors eux, par contre, ils sont tout à fait ravis, tout à fait enthousiastes à l'idée d'aller faire la guerre. Du coup, que va faire Louis XVI? Eh bien, Louis XVI, il va virer tous ses ministres, et il va appeler à leur place des nouveaux ministres qu'il va piocher chez les Brissotins. Pas bête, parce que comme ça, en virant ses ministres et en mettant des Brissotins, il s'assure que les Brissotins vont bien pouvoir déclarer la guerre comme lui l'attendait. Alors du coup, euh, on commence à la mort de l'empereur d'Autriche. Il y a un nouvel empereur qui arrive et puis qui effectivement est un petit peu plus tendu quant à la situation de la France et on sent qu'il va très rapidement être un gros problème pour nous. Donc, par anticipation, on déclare la guerre à la Prusse et à l'Autriche. Et c'est un début de guerre qui commence pas super bien. Déjà, pourquoi? Parce que l'armée, elle est constituée de commandants de haut gradés qui sont pour la plupart royalistes. Hein. Du coup, ils font naturellement de l'obstruction, hein, ce que Louis XVI espérait, justement. Sauf que faire de l'obstruction, c'est un truc qui marche bien quand on a un petit peu de pouvoir. Quand on n'en a pas, bah, l'obstruction, ça sert à rien. Et surtout que ça commence à développer un peu de paranoïa dans les foules. Dans les foules de militaires. C'est-à-dire qu'on a des gens qui voient des armées arriver et ils voient leur chef ne pas aller au combat ou retarder le plus possible bah, l'affrontement. Et donc on commence à se dire que bah, ces commandants-là sont des traîtres et bah, il y a même des commandants qui sont tués par par leurs équipes, par leurs troupes. Donc ça commence plutôt mal. D'autant que Marie-Antoinette, qui je le rappelle est d'origine autrichienne, a carrément donné, transmis les plans à sa famille, qui a le pouvoir justement en Autriche. Donc là, ça commence vraiment à sentir un petit peu le sapin. Et du coup, pour essayer de pousser Louis XVI un peu dans ses retranchements, les Brissotins ont une idée, parce que les Brissotins, c'est pas spécialement les potes à Louis XVI, hein, c'est pas parce qu'ils sont nommés ministres par Louis XVI, ils savent très bien qu'ils sont là pour déclencher la guerre et qu'ils ne servent qu'à ça. Mais du coup, comme ils sont au ministère, bah, ils se disent que ce serait pas bête d'en profiter pour pousser un petit peu Louis XVI dans ses retranchements. On a notamment des gens comme Roland, par exemple, hein, dont on avait parlé dans l'un des épisodes précédents. Roland, qui est un Brissotin, dont la femme Manon, Manon Roland, tient un salon où les Brissotins ont tendance à vouloir se retrouver de temps en temps. Manon Roland, qui est une de ces femmes qui est très politisée, justement, hein, comme Olympe de Gouges, ou comme plus tard on en parlera des femmes comme Pauline Léon, Claire Lacombe et tout ça. Donc, ces Brissotins, dont Roland par exemple à l'intérieur, décident de proposer 3 décrets. Ils font passer 3 décrets pour essayer de pousser un petit peu Louis XVI dans ses retranchements. Ces 3 décrets, c'est quoi? Le premier, c'est de mettre un petit peu à l'écart les prêtres réfractaires, en tout cas de les dégager hors de Paris, de les déporter hors de Paris, parce qu'on commence à sentir que eux, ils agitent un petit peu trop les foules en faveur du retour de la monarchie absolue. Le deuxième point, c'est la dissolution de la garde royale, parce que c'est une garde qui n'est pas très fiable d'un point de vue de la nation, d'un point de vue de la Révolution. On sent qu'ils ont un très gros parti pris, et puis c'est pas complètement incohérent non plus pour le roi.
Et le troisième décret, c'est la création d'un camp de 20 000 fédérés venus de toute la France, non loin de Paris. Euh, alors, parmi ces fédérés justement qui viendront un peu de toute la France, il y aura notamment des gens comme Rouget de Lille, créateur de la Marseillaise. Hein. Là, quand Rouget de Lille justement crée cette Marseillaise, quand on parle justement aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques sur le sang impur, hein, dont on parle dans la Marseillaise. C'est pas par racisme ou quoi que ce soit, c'est par rapport aux ennemis de cette République, aux ennemis de la nation, aux ennemis de la Révolution. Hein. Peut-être pas de la République, ouais, effectivement, c'est plus de la nation euh, et du peuple de la Révolution. Donc cette Marseillaise, elle est créée à ce moment-là. Le problème, bah, c'est que Louis XVI met son veto et refuse deux des trois décrets. Hein. Du coup, il fait exactement ce que les Brissotins attendaient de lui. Il fait de l'obstruction. Parce que les Brissotins, en votant ces décrets-là, c'est pour la bonne marche de la guerre hein, qu'ils le font. Donc Louis XVI, en apposant son veto, eh ben, en gros, il montre qu'il fait de l'obstruction, donc qu'il est clairement pas dans le camp de la Révolution. Donc les Brissotins, ils protestent, et puis bah, Louis XVI, maintenant qu'ils ont déclaré la guerre, il n'a plus besoin d'eux, donc ce qu'il fait, c'est qu'il les vire, et à sa place, il met en place un ministère composé de feuillants, donc qui lui sont tout à fait favorables, eux. Donc là, ça devient vraiment, vraiment compliqué ce début de guerre. D'autant que Lafayette, lui, il est sur le front pendant ce temps-là, et il voit que ça s'agite un peu, ces fameux Brissotins, puis même de manière générale, hein, le club des Jacobins, ça s'agite un peu trop. Et du coup, il envoie une lettre à l'Assemblée depuis le front dans laquelle il dit bah, que lui, ça ne le dérangerait pas, si l'Assemblée donne son accord, de revenir à Paris pour mater un petit peu toute cette rébellion. Donc là, on voit justement cette dimension césariste de Lafayette, et on se rend compte que bah, effectivement c'est quelqu'un qui voudrait aussi tirer parti un petit peu de ses gloires de militaire, ces grandes batailles qu'il pourrait éventuellement gagner, il pourrait s'en servir contre la Révolution. Alors du coup, là, ça commence vraiment à s'envenimer. Mais ce qui va envenimer encore plus les choses, c'est à partir du mois de juillet 1792, hein, bien sûr, la patrie est déclarée en danger. Là, il y a la guerre, c'est compliqué et il faut vraiment qu'on se bouge parce que là, la patrie, la nation est en danger. Alors, justement, il y a tous les volontaires qui montent à Paris, qui sont un peu refroidis d'ailleurs hein, par le coup du veto du roi. Tu vois, ils commencent à parler, eux, tous ces gens qui viennent de province. Bah, il faudrait quand même que du coup on le destitue, ce roi. Faudrait quand même il commence à parler de déchéance de plus en plus, comme on l'avait fait, on va dire, un an plus tôt. Sauf que là, ils sont un petit peu plus insistants et tout, et c'est pareil, ça revient sur le tapis, le fait qu'il faut déchoir absolument le roi. Et ça va s'accélérer, entre guillemets, à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, il va y avoir la parution de ce qu'on appelle le manifeste de Brunswick. Alors, Brunswick, c'est un chef de l'armée prussienne, hein, et il est entouré de pas mal d'immigrés, hein, d'émigrés, pardon, comme je disais tout à l'heure. Et ces émigrés, bah, il lui dicte un peu ce qu'il faut lancer comme ultimatum à la population de France. Et en gros, bah, dans le manifeste de Brunswick, alors c'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est les émigrés, mais lui a mis sa signature. Il explique que si on touche au roi, le peuple parisien sera sévèrement puni. Alors sévèrement puni par l'armée prussienne, ça veut dire hein, ils vont tuer tout le monde. Hein. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais ils vont tuer tous les révolutionnaires, tous les patriotes. Et du coup, on commence aussi, ça commence à faire, dans cette dimension de peur permanente, ça commence à rappeler à tout le monde que, bah oui, il faut vraiment qu'on se batte, parce que là, si eux, ils arrivent en France, nous, on risque de sacrément passer un mauvais quart d'heure. Donc là, au lieu de préserver le roi, parce que le but de ce manifeste, à la base, c'est de préserver le roi, c'est de faire en sorte qu'on touche pas au roi. Et ben, ça a tout l'effet inverse, au lieu de préserver le roi, ça va foutre le feu aux poudres. Parce que si l'ennemi, hein, tout le monde a conscience que là, l'ennemi, c'est l'Autriche, c'est la Prusse. Si l'ennemi dit qu'il ne faut pas toucher au roi, ça prouve, si tant est qu'il fallait encore le prouver, hein, mais ça prouve que le roi est vraiment avec l'ennemi et contre la Révolution. On le savait déjà avec la fuite de Varennes, on s'en doutait. Lafayette et Barnave et tout ça, Bailly avait réussi à faire croire qu'il y avait eu un enlèvement. Bon, mais les autres n'étaient pas dupes. Les Brissotins, en déclarant la guerre et en passant leurs trois décrets, bah, avait eu la confirmation que effectivement Louis XVI n'était pas dans le camp de la Révolution parce qu'il faisait de l'obstruction. Mais là, avec le manifeste de Brunswick, là, c'est tout le monde qui
qui est d'accord, c'est le roi est d'intelligence avec la Prusse et avec l'Autriche, donc il faut absolument déchoir le roi de toute urgence. Alors, à Paris, ça s'agite, hein, c'est pas qu'à l'Assemblée que ça s'agite. Par exemple, Pétion, dont on a parlé la dernière fois, il est à la tête des sections de la Commune de Paris. Alors, Paris est divisé en 48 sections, hein, on en a déjà parlé, c'est des sections électorales, mais qui sont très investies dans la vie politique. Et 47 des 48 sections font des pétitions pour déchoir le roi de son poste. Et Pétion vient à l'Assemblée avec cet argument. 47 des 48 sections parisiennes veulent la déchéance du roi. Alors, les sections sont composées notamment de ce qu'on appelle les sans-culottes. On en avait déjà parlé, hein. Mais un petit point intéressant, les sans-culottes dans l'imagerie populaire, c'est des pauvres qui ont un bonnet phrygien sur la tête et puis qui mettent des pantalons pas de def. Non, c'est pas ça. Les sans-culottes, c'est pas des pauvres. C'est jamais des pauvres. Les sans-culottes, c'est des petits patrons, c'est des petits artisans, c'est des ouvriers qualifiés, c'est des gens qui sont quand même un petit peu établis dans la hiérarchie sociale, hein, et qui ont peur probablement aussi de finir par sombrer dans la pauvreté si jamais les choses se gâtaient. Donc c'est très clair de toute façon, les pauvres n'ont pas le temps de faire la révolution, ils doivent déjà survivre. Donc voilà, les sans-culottes, dans les sections en tous les cas, demandent la déchéance du roi. Le problème, c'est que l'Assemblée, elle pinaille encore un petit peu et puis elle met du temps à traiter l'affaire. Alors du coup, le 10 août, on va commencer à se préparer. La population parisienne d'une part, les fameux volontaires qui étaient montés un peu de toute la province pour venir prêter main forte contre l'invasion potentielle de la Prusse et d'Autriche. Donc tous ces gens-là se rendent aux Tuileries. Alors il y a des gens à l'Assemblée qui effectivement, ou même hors de l'Assemblée, hein, qui attisent les foules. On pense notamment à Brissot par exemple, qui dira qu'effectivement le roi, il faut aller le chercher, dans son cabinet, c'est l'ennemi de la Révolution, c'est tout ça. Je vous renverrai à son discours si vous avez l'occasion de le lire. Mais du coup, on va prendre les Tuileries. Le palais des Tuileries. Le palais des Tuileries, il est tenu par des gardes suisses. C'est des gardes qui sont entraînés et à qui on a fait aussi pas mal de bourrage de crâne, de propagande. C'est si les Tuileries tombent, vous allez subir toutes les atrocités du monde. Donc battez-vous avec acharnement pour le roi, pour vos vies. Notamment, on va voir qu'ils n'avaient pas totalement tort d'ailleurs, hein. Ils seront d'ailleurs soutenus par entre 200 et 600 nobles en armes, qui vont aussi protéger les Tuileries. Mais là, on a toute une population qui arrive à grands pas. Forcément, ces gens-là vont pas tenir long feu. Donc, la population arrive à prendre les Tuileries. Il y a presque, au cumul, dans les deux camps cumulés, il y a à peu près 1000 morts. C'est énorme. Et il ne faudrait pas croire qu'il y a un grand homme ou deux, trois grands hommes derrière cette prise des Tuileries. C'est un événement qui est très très violent, hein. On dépece des gens, on les décapite, enfin bref, il n'y a pas de guillotine là, hein. Là, c'est vraiment à l'ancienne, on tue sauvagement, dans les deux camps, hein. Il n'y a pas de grand homme, je disais, hein. On va très rapidement essayer de faire porter le chapeau à des gens comme Robespierre ou des gens comme Danton. Ils ne sont pas là du tout, hein. Ils ne sont pas présents dans les événements. Danton essaiera aussi a posteriori de se faire mousser en disant j'étais là-bas, parce que en fait les gens de sa section parisienne étaient là-bas, mais lui il n'y était pas personnellement. Donc il n'y a pas de grand homme derrière cette prise des Tuileries. Et du coup, on déchoit le roi de son pouvoir. Et on se dit que là, on va commencer à créer une convention pour décider du nouveau pouvoir qu'on va mettre en place. Parce que là, on a enlevé le roi. Et on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on met à la place du coup? Et il y a de plus en plus de gens qui sont pour une république. Mais on va convoquer une convention à la place de l'Assemblée législative, hein, on ne va pas la faire venir tout de suite, hein, le lendemain, mais on va faire de nouvelles élections, ça fait moins d'1 an. On va faire de nouvelles élections pour une Assemblée nationale, hein, mais qu'on appellera une convention nationale cette fois-ci. Cette convention, elle aura pour but de décider fermement du nouveau pouvoir qu'on va mettre en place. Les Brissotins
de leur côté, bah, ils vont se rapprocher des feuillants, parce que ça y est, le roi est déchu, très bien, on va convoquer une convention nationale, très bien, donc du coup, forcément, les Brissotins, qui pour l'instant étaient quand même sur la gauche de l'Assemblée, hein, parmi les Jacobins, les Brissotins vont du coup commencer à se rapprocher plutôt de la droite, hein. Et de fait, on va virer les feuillants qui étaient en place au ministère, hein, dans le pouvoir exécutif, et on va créer un nouveau pouvoir exécutif en attendant l'avènement de cette convention. Et ce nouveau pouvoir exécutif, il sera composé essentiellement de Brissotins d'ailleurs. Alors, ils vont quand même chercher une caution populaire, parce qu'ils savent que là, ils n'ont pas l'appui ils n'ont pas l'appui de toute la population, donc il faut qu'ils cherchent entre guillemets une figure forte pour avoir un peu de légitimité, quoi. Et ils pensent à quelqu'un. Ils pensent à Danton. Danton qu'on a vu beaucoup dans la vie politique jusqu'alors, mais jamais dans le pouvoir politique à proprement parler. Et de fait, ils se disent que Danton, ce sera bien parce que bah, voilà, c'est un gars qui a relativement bonne presse dans la population parisienne. Et surtout, ce qui est pratique, c'est que Danton, c'est un mec qui est un peu aussi un opportuniste, entre guillemets, parce qu'il accepte énormément de pots de vin. Donc c'est assez facile de pouvoir en tirer quelque chose. Le problème, c'est que c'est aussi, excusez-moi l'expression, hein, c'est aussi un peu des fois une tête de con, c'est-à-dire que des fois il prend bien le pognon ou les choses qu'on lui propose, puis il fait pas toujours ce qu'on lui a demandé en conséquence. Donc c'est un peu, aujourd'hui on dirait que c'est quelqu'un de badass, mais voilà. Donc on se dit qu'on va pouvoir en tirer quelque chose. Globalement, ils font une petite erreur là, c'est parce qu'en fait, Danton, il sait qu'il est en position de force, du coup, hein, il sait pourquoi il est là, et du coup, son but dans ce nouveau pouvoir exécutif, hein, il va avoir le ministère de la Justice, donc un truc qui est super bien payé, il adore, mais du coup, son objectif à lui, ça va être de foutre des bâtons dans les roues, des Brissotins, pendant tout le temps où il sera au ministère. Donc voilà. On en arrive au fameux massacre de septembre. Je dis fameux parce que si vous avez déjà un peu écouté ou lu deux, trois trucs sur la Révolution, vous savez que les massacres de septembre, c'est un passage incontournable, c'est un grand changement, c'est un grand revirement de situation. En tout cas, quelque chose qui va vite aggraver le reste de la Révolution. Mais si vous avez jamais entendu parler de ces événements-là, bah, ça va être l'occasion de pouvoir justement développer un petit peu développer cette période-là. C'est une période très courte. Qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue de la guerre, on a vu que la France était en guerre. Ben, la France est un peu en débâcle et Brunswick, du coup, hein, qui est à la tête des armées prussiennes, arrive à prendre Verdun. Verdun, c'est une position stratégique très très importante en France parce que on dit culturellement, d'un point de vue militaire, que quand une armée arrive jusqu'à Verdun et à prendre Verdun, ben, c'est la dernière grosse forteresse qui sépare l'armée de Paris. Donc c'est-à-dire que l'armée est tout proche de Paris. Et donc là, tout le monde commence à flipper légitimement. Parce que je vous rappelle hein, qu'on se dit que si l'armée prussienne et les Autrichiens arrivent à débarquer en France, bon, ils vont remettre Louis XVI sur le trône, certes, mais ils vont se livrer à quelques exactions et les patriotes, les révolutionnaires risquent de passer un très mauvais quart d'heure, on peut même dire qu'ils risquent de passer l'arme à gauche. Donc tout le monde commence à flipper, c'est presque naturel. De toute façon, la peur suit vraiment toute la révolution depuis l'été 89. Et on commence à se dire que bah, ces gens-là, ces étrangers, aidés par les émigrés, bah, ils ont peut-être des complices à l'intérieur. Et là, du coup, ça commence à faire vraiment flipper tout le monde, parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même des nobles qui sont en France, dans certaines régions un petit peu plus reculées, et qui font déjà les leurs. On rappelle qu'il y a des prêtres réfractaires qui font aussi potentiellement de la propagande dans leur paroisse. Et donc tout le monde commence à flipper du complot intérieur. Alors, les sans-culottes demandent des mesures radicales très rapidement. Parce qu'on commence à se dire qu'il y a aussi des gens qu'on a foutus en prison. Des gens qui étaient, je sais pas, aux Tuileries, pendant la prise des Tuileries, enfin des gens qui soutenaient le roi. On a des prêtres réfractaires qui sont en prison. On n'a pas que des prisonniers de droit commun. On a aussi des gens qui sont de la contre-révolution. On a des gens qui sont royalistes. Et on se dit qu'eux, ils vont essayer de guider le complot extérieur depuis l'intérieur. Donc, on demande
à ce que les députés prennent des mesures un petit peu plus expéditives pour éviter qu'on se retrouve, entre guillemets, face à un double complot extérieur et intérieur à la fois. Et du coup, bah, on demande à l'Assemblée de réagir. Seulement, l'Assemblée, elle réagit pas. En tout cas, elle réagit très modérément. Et du coup, les sans-culottes s'impatientent. Les sans-culottes s'impatientent vraiment, ça s'agite, les rues parisiennes sont en pleine effervescence. Hein. Je vous rappelle que la prise des Tuileries, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on est début septembre, et ça commence vraiment à agacer tout le monde, et tout le monde a peur. Marat, donc, qui écrit dans son journal L'Ami du Peuple, Marat lui dit que c'est bon, les députés sont trop mous, ils sont trop lents, il faut plus rien attendre des députés, il faut passer à l'acte sans l'accord de l'Assemblée. Il faut organiser des tribunaux et aller dans les prisons pour juger et pourquoi pas châtier les personnes qui seraient accusées de complot ou d'être en faveur de la contre-révolution. Et son message rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Hein. C'est-à-dire que du 2 au 6 septembre, on va avoir des gens comme ça s'organiser, des gens qu'on appelle les septembriseurs. Hein. C'est des sans-culottes qui passent à l'action, qui s'improvisent un petit peu en juge et qui vont aller dans les prisons, comme ça, dans les prisons de Paris, et qui vont juger si oui ou non vous êtes coupable de trahison. Et ils vont tuer. Alors, c'est un truc qui est très violent. Hein. C'est pas pour défendre un camp ou un autre, mais quand on tue les gens, là, c'est très très barbare hein, pour le coup. On a le droit d'avoir un regard quand même critique sur ce qui se fait. Il y a quand même 1300 personnes qui sont tuées en 4 jours. C'est énorme. Et alors, c'est pas, on tue pas à l'aveugle. Hein. Pareil, c'est pas pour défendre cette fois-ci les septembriseurs. Hein. On tue pas à l'aveugle. Il y a un jugement, certes expéditif, mais il y a un jugement quand même, parce que même s'il y a 1300 morts, il y en a à peu près tout autant qui sont épargnés. Donc on tue pas à l'aveugle comme ça. Néanmoins, ça reste un événement hyper sanglant. Je sais pas si vous imaginez 1300 morts en 4 jours dans les rues de Paris. C'est énorme. Et puis en plus, oui, il y a des mises en scène et tout qui sont un peu glauques. Donc c'est quelque chose qui choque relativement une partie de la population, déjà, mais aussi à l'Assemblée. À l'Assemblée, on se dit que là, on est vraiment passé à un autre niveau. La population est capable de choses horribles. Mais malheureusement, non. Tout le monde tombe plus ou moins d'accord, quand même. Malgré tout, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde tombe plus ou moins d'accord pour dire que bah, ces massacres, ils étaient à peu près nécessaires. Hein. Ça permet d'éliminer pas mal de personnes qui pouvaient potentiellement être dérangeantes ou problématiques pour le reste de la Révolution. Donc, c'est pas un mal. Mais le problème, c'est qu'à partir de là, les choses ont relativement basculé. Les Brissotins, par exemple, alors, on va entendre beaucoup les Brissotins plus tard dire que bah, c'est la faute à Danton. Danton a rien fait, et pourtant il était ministre de la Justice, il a rien fait. Et bah, du coup, c'est de la faute à Danton. Mais les Brissotins ont laissé faire les premiers jours aussi, hein, ils ont pas beaucoup bougé. Mais là, on commence à se dire que bah, la violence est nécessaire, même si les Brissotins vont monter au créneau après enfin à la mi-septembre, c'est quand même un acte nécessaire. Ça permet d'éliminer pas mal d'ennemis à droite. C'est quand même assez bien. Par contre, on commence à se dire que ça, les journées d'octobre, 89, la prise de la Bastille, il faudrait pas que ça devienne une habitude. Si ça devient une habitude, cette population, il faut vite qu'on retrouve du contrôle sur elle, parce que ça peut vite nous échapper à nous à l'Assemblée, et ça c'est quelque chose qu'ils veulent pas. Alors les Brissotins vont justement, à partir de la fin septembre, vont charger la mule sur Danton, sur ceux du camp d'en face, et ceux du camp d'en face, bah, au début, ils n'étaient pas spécialement plus enthousiastes que ça avec ce qui s'est passé, ça les arrange aussi, mais des gens comme Robespierre vont finir par justement soutenir ce qui s'est passé au mois de septembre, enfin au début du mois de septembre, ces fameux massacres, parce que bah, justement, ils voient bien que de leur côté, les Brissotins tirent aussi la couverture à eux. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les massacres de septembre, c'est vraiment un basculement total. C'est-à-dire qu'à partir de là, la révolution va rentrer dans une nouvelle phase. Euh, certains, euh, certains historiens disent que bah, c'est là que commence une fameuse période dont on parlera à la prochaine séance,
Certains disent que commence ici la terreur. Alors, je n'épiloguerai pas sur le sujet aujourd'hui, mais certains la font commencer à ce moment-là. En tout cas, le basculement est net. À partir de là, la vie politique va radicalement changer. Il va y avoir un autre événement au début du mois de janvier, au mois de janvier, pardon, 1793, mais ça, c'est le premier événement majeur. On a des gens qui jusque-là, comme Robespierre par exemple, étaient contre la peine de mort, et qui vont progressivement, alors il avait déjà évolué un peu sur ces sujets, mais les massacres de septembre, ça va le faire évoluer aussi. Il va aussi prendre conscience que finalement la peine de mort, ça peut être quelque chose d'utile. Pas seulement à des fins politiques, hein, bien évidemment, il prend ça en compte aussi, hein, d'éliminer des gens à sa droite, ça peut aussi politiquement être un atout, mais aussi parce que c'est un rousseauiste, et les idées de Rousseau, justement, il y a tout ce débat entre la volonté générale et l'intérêt général. La volonté générale, c'est ce que veut le peuple. L'intérêt général, c'est ce qui est bon pour le peuple. Et du coup, on ne sait jamais où placer le curseur. Rousseau galère un peu d'ailleurs. Et Rousseau d'ailleurs, il fait entre guillemets un pari, hein, que si on a un peuple qui est libre, qui est bien éclairé, il fera les bons choix. Donc la volonté générale et l'intérêt général seront à nouveau réunis. Et Robespierre se dit, voilà, là, l'intérêt général, c'est peut-être pas la peine de mort, hein, parce que jusqu'à présent, il était contre la peine de mort. L'intérêt général, c'est pas la peine de mort, mais on voit bien que là, le peuple réclame des morts, avec des raisons qu'il partage ou qu'il partage pas, lui, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va quand même mûrir dans son esprit de rousseauiste. C'est quelque chose qui va beaucoup travailler, et progressivement, on va voir justement ses positions sur la peine de mort évoluer. Hein. De toute façon, tout le monde évolue à peu près pendant toute cette période. Alors, pas sur les mêmes aspects, pas dans le même sens, mais tout le monde évolue. Hein. Les gens avaient un positionnement A au début de la Révolution, et à la fin de la Révolution, ils ont un positionnement B. Mais voilà, par exemple, chez Robespierre, on va commencer à voir que cette peine de mort contre laquelle il s'était déjà positionné avec de vibrants discours, finalement, si le peuple veut des morts, peut-être qu'il faut lui accorder ces morts. Hein. On a des gens comme Danton aussi, hein, ministre de la Justice, qui a beaucoup été attaqué, et qui comprend lui le problème. Hein. Il comprend, les sans-culottes, les sections ont demandé à ce qu'on fasse quelque chose, et l'Assemblée n'a rien fait. Donc peut-être qu'à partir de maintenant, il va sortir cette phrase incroyablement mal interprétée parfois, mais cette phrase qui dit « Il nous faut être terribles pour éviter au peuple d'avoir à l'être ». Son positionnement à Danton, c'est de dire plutôt que les morts se fassent de façon totalement désorganisée et totalement barbare, autant que nous, on n'a qu'à plutôt nous être directement plus strict dès le début, accorder au peuple ses morts, mais avec quelque chose de plus légal, quelque chose de plus encadré, quelque chose de plus propre. La guillotine, c'est quand même mieux que dépecer un mec vivant. Hein. Donc, il nous faut être terrible pour éviter au peuple d'avoir à l'être. En gros, hein, si nous, on avait été durs déjà et qu'on avait jugé ces 1300 personnes, peut-être qu'ils seraient morts. Alors, ils seraient morts certainement, mais peut-être pas dans des souffrances telles que celles qu'ils ont connues. Donc vraiment, il faut se dire que les massacres de septembre, c'est un véritable bouleversement, c'est un grand changement dans la vie politique. À partir de là, les choses ne seront plus du tout les mêmes. Est-ce que ça arrange nos affaires en termes de guerre? Eh bien, la réponse est non. Hein. C'est pas parce qu'on a pris les Tuileries, c'est pas parce qu'on a enlevé le roi de son poste de roi, c'est pas parce qu'on a massacré 1300 personnes dans les prisons parisiennes. On en a massacré aussi en province, hein, parenthèse faite. Ça n'arrange pas nos affaires d'un point de vue de la guerre. Ce qui va commencer à redonner un peu de baume au cœur, c'est la bataille de Valmy. Qu'est-ce que c'est que cette bataille de Valmy? La bataille de Valmy, en gros, c'est des généraux en France qui vont se battre contre des généraux, enfin des armées prussiennes. Notamment, on a Dumouriez en France et Brunswick du côté de la Prusse. Et ils vont s'affronter à Valmy. Alors, le problème, c'est que concernant Valmy, les royalistes, donc la droite, l'extrême droite même, sont quand même relativement, comment dirais-je, productifs en termes de théorie du complot. Hein. Parce qu'il y a toute une légende noire qui est construite autour de la bataille de Valmy. Si vous en avez déjà entendu parler, vous
vous savez de quoi je parle. Toute la légende noire vient des royalistes. En gros, c'est de dire, bah, Valmy, il s'est rien passé. Hein. Valmy, il y a eu quelques échanges de coups de canon. C'est un complot franc-maçon, parce que, comme par hasard, Dumouriez et Brunswick, c'était des francs-maçons. Donc, des fois, on met des trucs avec... des fois, on met Danton dans le lot, on sait jamais pourquoi. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué cette histoire. Tout ça, c'est des conneries, hein, globalement. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on aborde le sujet sur la franc-maçonnerie, le complot franc-maçon qui aurait dirigé toute la Révolution, la franc-maçonnerie française va perdre énormément de loges pendant la Révolution. Donc, pour des gens qui vont... alors, bien sûr, hein, il y a des idées des francs-maçons qui se retrouvent dans la Révolution. Et parce que les idées des francs-maçons, c'est aussi les idées des Lumières. Hein. C'est pas un truc d'un complot international. Hein. Les francs-maçons, c'est des gens qui ont des positions des fois plus avancées, certainement, souvent d'ailleurs, pour pas dire tout le temps, que celles de l'Église et des catholiques les plus intransigeants. Mais il n'y a pas de complot franc-maçon. En tout cas, je parle que de la période de la Révolution. Si vous voulez faire des complots pour après, faites après, mais je pense que ça doit être pareil, ça doit pas tenir la route bien longtemps. Mais voilà, c'est pas un complot franc-maçon parce que Dumouriez est franc-maçon, que Brunswick est franc-maçon, c'est des conneries. Comment se passe la guerre, du coup, c'est la bataille? Parce que du coup, on dit que c'est un vulgaire échange de coups de canon. Déjà, il faut se mettre dans un contexte bien particulier, c'est que à l'époque, on n'est pas au XXe siècle. Hein. On n'a pas de grandes armées, ou même au XIXe, hein, on n'a pas de grandes armées encore. Hein. Là, au début de la Seconde Guerre mondiale ou au début de la Première Guerre mondiale, on lève des troupes, on envoie tout le monde au front, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. À cette époque-là, les armées sont composées en grande partie de professionnels. Il ne faut pas gaspiller. On n'envoie pas les gens au casse-pipe sur un champ de bataille si on n'est pas sûr de le prendre. Hein. On économise ses forces, on économise ses vies. C'est très important, chaque vie compte. Alors, on a bien évidemment quelques volontaires, on a quelques patriotes, quelques révolutionnaires qui prennent part au combat. Mais globalement, il faut comprendre la philosophie de la guerre à ce moment-là. C'est on lance pas un assaut comme ça à l'aveugle ou même si c'est pas à l'aveugle, hein, un assaut bien préparé, si on n'est pas sûr de gagner. Parce que ça implique quoi derrière? Ça implique que, admettons, vous gagnez au prix de pertes considérables, vous perdez la moitié de votre effectif. Comment vous faites après pour ne serait-ce que continuer les combats sur la prochaine bataille, ou même pour rebrousser chemin, vous allez être rattrapé par d'autres armées. Donc en fait, c'est très important de comprendre cette philosophie de la guerre à ce moment-là. Parce qu'on ne gaspille pas les vies, on ne gaspille pas ses forces. Alors en revanche, il y a un truc qui est vrai, hein, effectivement, c'est que c'est la première grande bataille canonnière. Hein, il y a beaucoup de tirs de canon qui sont faits. C'est la première, je crois, hein, sans trop me tromper, de l'histoire contemporaine en tout cas. C'est la première grande bataille où on tire autant de coups de canon. Il y a plein de progrès techniques qui sont faits, progrès techniques qui profiteront à l'Empire napoléonien quelques années plus tard. Mais en gros, c'est pas que des coups de canon. Hein. Il y a aussi des affrontements, il y a des boulets de canon qui tombent au milieu de munitions, au milieu de poudre, ça fout le feu, ça explose au milieu des gens, donc il y a quand même pas mal de morts aussi. Pas des grandes quantités non plus, mais il y a quand même des morts. Hein. C'est pas juste on tire des canons pour fêter le défilé ou je sais pas quoi, c'est vraiment un événement violent. Mais alors, comment ça se fait? Qui gagne? Alors déjà, c'est les Français qui gagnent, hein, je vous le dis. Comment ça se fait que les Français gagnent? Alors déjà, ils ont peut-être un plus grand nombre, un petit peu. Mais les Prussiens, ils ont un espoir considérable, c'est qu'ils se disent que l'armée française, à la base, c'est une armée qui est pour son roi. Ils vont peut-être pas se battre. Hein. Les professionnels de guerre, les militaires de fonction, de métier, la plupart, pour Brunswick et les Prussiens, c'est des royalistes et ils vont baisser les armes et du coup Brunswick va pouvoir prendre la position assez facilement. Au contraire, ceux qui sont volontaires, c'est des gens qui n'ont jamais fait la guerre, donc forcément ils vont être effrayés dès qu'il y aura des coups de canon, dès qu'il y aura 2-3 tirs d'infanterie, et du coup ils vont rentrer chez eux en pleurant. Et le problème c'est que non, en fait justement les volontaires sont patriotes. Alors encore une fois, c'est pas patriote au sens contemporain, actuel, hein, c'est vraiment patriote au sens pour la patrie, pour la nation, c'est-à-dire le peuple. C'est des gens qui ont suffisamment foi en la révolution pour tenir, ils dégagent pas. Et du coup, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour l'armée prussienne. Parce que ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'armée prussienne, elle peut tenter justement d'aller à l'affrontement, mais si elle perd, parce qu'ils sont nombreux en face, hein, si elle perd beaucoup trop d'hommes, bah, il se pourrait que du coup, comme je le disais tout à l'heure, ça soit compliqué pour la suite des opérations. Ils vont tenter deux, trois trucs, et finalement, le patriotisme va l'emporter, entre guillemets, hein, parce que là, vous avez Dumouriez. On raconte, alors il y a toute une légende aussi, peut-être un peu dorée, hein, de Dumouriez qui jetterait son chapeau en l'air en criant Vive la nation, et derrière, toutes ces troupes se mettent à hurler aussi Vive la nation, comme d'une seule voix, emportées par une espèce de frénésie, une euphorie nationale. Et du coup, les Prussiens se disent, bah non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va pas prendre la position, on va plutôt rebrousser chemin, parce que c'est trop compliqué de prendre cette position-là, on risque de perdre trop de force, d'autant qu'ils venaient d'essuyer quand même, enfin, ils avaient perdu des effectifs, il y avait quelques épidémies qui commençaient à se propager, ils n'avaient plus beaucoup de force, les ravitaillements étaient compliqués, donc finalement, devant cette troupe, cette armée française qui baisse pas les bras, puis qui au contraire montre que bah, voilà, ils en veulent, et puis qui comptent bien défendre le peuple, la révolution, la nation et tout ça, Brunswick capitule et puis il rebrousse chemin. Et c'est la victoire. Et justement, hein, c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre, parce que les royalistes qui, justement, peuvent, les royalistes notamment de l'époque, mais c'est encore tenu aujourd'hui par des gens de la droite et de l'extrême droite, même chez les royalistes aussi, hein, c'est de dire, bah non, tout ça c'est un complot, Dumouriez est franc-maçon, Brunswick est franc-maçon, et c'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Il y a eu 3 coups de canon à des Français qui ont hurlé Vive la nation, puis genre Brunswick il aurait reculé. Ah oui, mais dans le contexte, si on remet les choses un peu dans le contexte militaire de l'époque, c'est pas du tout incohérent, c'est même normal. Donc voilà. Et c'est une victoire. Alors, ça sort pas la France de la panade pour autant, hein. Il faudra encore quand même quelques bonnes grosses victoires pour qu'on puisse enfin se dire, bon, on peut souffler d'un point de vue militaire vis-à-vis de la politique extérieure. Mais en tout cas, c'est une victoire qui a au moins le mérite d'être symbolique, hein. Et elle est d'autant plus symbolique que dès le lendemain, on réunit pour la première fois la fameuse Convention nationale. Mais ça, on en parlera à la prochaine séance, qui aura lieu le 12 mai 2023 à 18h30 au centre social du quartier du Belvédère de la ville de Talent, en agglomération dijonnaise. Donc, je vous invite à venir encore une fois, si vous venez pas, si là par exemple il y a beaucoup moins de monde à la séance d'aujourd'hui, parce que je pense que il y a eu une trop grosse pause. Si vous venez pas, ça va être compliqué de pouvoir continuer. Donc merci à vous, d'une part, de réussir à vous rendre disponible pour venir en présence. Merci à ceux qui écoutent en podcast, qui n'ont pas le choix. Bien évidemment, je comprends. Je vous invite du coup à dire autour de vous qu'il y a cette chaîne, Conférence TLNT, pour engager les gens à écouter les vidéos, pas pour me faire des vues, parce que ça, j'en ai rien à faire, mais aussi bah, parce que c'est l'occasion peut-être de rattraper du retard sur un sujet qu'ils pensaient peut-être pas aimer, puis qui finalement pourrait les intéresser, pour qu'ils puissent venir aussi en présentiel, parce que une fois que les séances sur la Révolution seront faites, on a quand même d'autres projets avec la municipalité, avec les collègues du centre social. On a d'autres projets de conférences sur des sujets qui seront peut-être plus attractifs pour certains, peut-être tout aussi chiants pour d'autres. Mais en tout cas, voilà. Venez, donnez-nous de la force, on en a besoin. Et puis je vous attends toutes et tous le 12 mai 2023 à 18h30 au centre social. Merci encore pour votre écoute et puis je vous laisse une petite bibliographie. Bonne soirée.